maths, pour vous faire court. Il y a eu un petit couac avec avec l'aspect physique, je crois. Non, ça vous dit rien parce que vous étiez en partie, On vous a, étiez avec les On n'a TS1, pas donc de spé physique, nous. on n'a pas spé physique, madame. On ah a spé pourtant moi j'ai eu Ça un doit mail être en comme classe. j'ai eu un mail comme quoi les TS1, vous étiez avec les TS3 et que du coup pour vous prendre le prof Ah de oui, maths. oui, c'est On a ça. SP Maths. Non, c'est parce qu'on a SP Maths avec la TS1 C'est ça. qui ont physique Oui, c'est juste ça. après. Voilà, c'est ça, exactement. Bah, ouais. Et donc, j'étais en train de penser que tous les profs se battent, vous voyez, pour vous trouver des créneaux pour faire cours avec vous. Alors, avant qu'on commence le cours, 2 informations. La première, c'est qu'il y a un mardi, je pense qu'on fera ça un mardi, de 4h30 à 5h, vous avez rien. Quel jour, pardon? Le mardi. Non, je crois pas. Parce que moi, je vous préviendrai une semaine avant et vous ferez un travail en temps réel en 1 heure. C'est-à-dire que là, on ne fera pas Zoom. Je mettrai un travail sur le NT puis à votre délégué. Je l'enverrai par, donc, genre vers 16h25, je ne sais pas, voilà. Et vous aurez une bonne heure pour me faire une étude de document. Donc, ça voudra dire 2 choses. Évidemment, vous aurez le droit de regarder tout ce que vous voulez, votre cours, Internet, etc. Mais forcément, puisque ce sera en temps limité, ça voudra dire que le cours, vous l'êtes approprié. Alors, je ne sais pas encore sur quoi ça va tomber, puis je vous préviendrai en avance, ne vous inquiétez pas. Mais ça voudra dire que le cours, quand même, vous l'avez relu plusieurs fois. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut quand même de temps en temps prendre des notes avec l'aide du manuel et puis le diaporama que j'envoie et que j'enverrai. Et le plan du cours, donc pareil, je vais l'envoyer Ah, aussi. bugué, non? Et donc, du coup, voilà, vous aurez 1 heure entre 4h30 et 5h30 pour m'envoyer un travail, donc une étude de doc, pour vous entraîner aussi voilà, quand même à continuer à composer en temps réel. Donc ça, c'est la première information. Deuxième information, vous savez qu'il y a un samedi qui va être férié. Alors, c'est le 22, quelque chose comme ça. En théorie, je devrais ne pas vous faire cours le 23 mai, quelque chose comme ça. Il y a 4 jours qui suivent. Il y a jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Enfin, dimanche, c'est normal. Sauf que on ne fait pas de MC, comme vous l'avez remarqué. Et moi, je pense que ce serait bien quand même qu'on essaie d'avoir une séance un peu plus débat, etc. Donc, ce que je souhaiterais, du coup, c'est que je vais maintenir le cours du samedi 22 ou 23 juin à 11h. Et vous aurez comme travail à faire ce que je vous avais mis dans le programme. Je vous avais mis un programme avec une émission sur France Culture. Il y a une émission sur France Madame, je Culture. Alors, comprends je n'ai pas mis le lien exact, mais si vous tapez table ronde 10 mars, coronavirus, épidémie de la peur, vous tombez dessus tout de suite. C'est une émission qui fait 32 minutes. Et donc, je souhaiterais que vous l'écoutiez tous, que vous preniez juste quelques notes pour vous et qu'on organise une sorte de petit débat, si je puis dire, pour la séance de 11h du samedi. Voilà, la question, c'est est-ce que l'expertise médicale doit prendre la place du pouvoir politique en temps de crise? C'est une émission qui date d'il y a 2 mois, mais c'est bien la preuve qu'il y a la différence entre BFM, les chaînes d'information continue qui font du reportage et qui apportent rien, et des chaînes comme France Culture, où cette émission, elle est toujours d'actualité aujourd'hui parce qu'elle pose des questions sur les rapports entre pouvoir politique et un peu, on va dire, pouvoir médical et le rôle de l'information dedans. Donc, je répète. Madame, mais j'ai pas compris pourquoi vous mettez cours alors que c'est férié. Cours en quoi? J'ai pas compris pourquoi vous mettez cours alors que c'est férié. Parce qu'elle va en profiter pour faire Parce qu'on l'éducation. n'a fait aucune séance de MC. Et alors, moi, sinon, trouvez-moi une date, on fait une séance de MC. Je veux bien ne pas faire cours, moi. Un autre samedi. Au lieu de faire un cours d'histoire, on fait un cours de. Ben oui, mais du coup, ça fait de l'histoire en moins aussi. Oui, mais madame, c'est férié. Bah oui, mais enfin bon. Ou alors, dans ce cas, je vous prends deux fois un samedi, 2 fois de suite, 2 heures. Une fois à 10h et une fois à 11h. Ça me dérange pas. Voilà. Dans ce cas-là, vous réfléchissez. Soit je vous prends le 22 quand c'est férié à 11h et on fait de l'EMC. Soit je vous prends une fois à 10h, une fois à 11h. Vous faites un sondage entre vous. Je fais un sondage et je vous enverrai le résultat. Voilà, vous m'envoyez le résultat sur le NT et vous me dites ce que vous préférez. Et dans ces cas-là, ce serait la semaine d'après. Ce serait, de toute façon, là, ce samedi-là. Le samedi, on a le temps d'en reparler. Alors, on va rentrer dans le cours maintenant. Donc, alors, on s'était arrêté. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler on a fait l'intro sur le chapitre sur la gouvernance mondiale. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce qu'on a dit, ce qu'on a fait? Alors, j'essaie de me mettre. Là, je suis sur la page 1. J'essaie de me mettre sur le diapo, mais j'y arrive pas. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce qu'on a dit?
sur la gouvernance. Qu'est-ce que c'est que la gouvernance? Vous avez tout oublié? Rappelez-vous, c'est un moyen de mettre en place une coopération entre les États pour régler des problèmes qui se règlent désormais à l'échelle de la planète et qui avait déjà eu une sorte de début de gouvernance après la Deuxième Guerre mondiale par le système économique de Bretton Woods qui donnait une place importante aux États-Unis parce qu'ils détenaient le 2/3 du stock d'or mondial, via des institutions comme le FMI ou la Banque mondiale. Mais la véritable première étape d'une gouvernance mondiale, c'est la création du G6 en 1975. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui en a l'idée. Et ça regroupe à ce moment-là 6 États, 6 pays. D'accord? Et on s'est arrêté là, donc on avait posé la problématique, comment la gouvernance économique s'est-elle adaptée à la crise économique et aux défis de la mondialisation. Et je crois qu'on avait comparé les deux documents déjà, où on avait montré qu'il y a une évolution entre les années 70 et début des années 2000. Dans les années 70, les pays du Sud sont… Alors attendez, j'accepte quelqu'un, excusez-moi. Les pays du Sud sont dépendants des pays du Nord, qui leur imposent des règles économiques drastiques en matière de dette. Par exemple, ils ne peuvent plus être endettés. Et le début des années 2000, où c'est les pays du Sud qui sont devenus émergents, qui ont connu un décollage économique. Et là, on devine qu'il y a les 3 continents qui sont représentés, donc Afrique, Asie, Amérique, qui maintenant, eux, grâce à leur décollage économique, comme le Brésil, comme la Chine, ou comme l'Afrique du Sud, peuvent s'imposer dans la mondialisation. Alors, ça ne veut pas dire que les rôles sont inversés, c'est toujours les pays occidentaux qui dominent, mais voilà, c'est un signe d'évolution en 30 ans. Alors, il y a Nice qui vient d'apparaître. Donc, maintenant qu'on a fini cette introduction, on va rentrer donc dans le sujet. Alors, à votre avis, quel est le plan qu'on va faire pour répondre à cette problématique? Alors, quel est le plan qu'on va faire pour répondre à ce sujet sur la gouvernance économique mondiale depuis 1975? Quel pourrait être? Est-ce qu'on va faire un plan thématique? On va dégager des thèmes. Est-ce qu'on va faire un plan chronologique? Est-ce qu'on va faire un plan dialectique? On va dire oui, la gouvernance c'est bien, non, la gouvernance c'est pas bien. Est-ce qu'on va faire un plan explicatif? On va dire pourquoi il y a une gouvernance, en quoi elle consiste, quelles sont ses conséquences. 4 types de plans en histoire. Jusqu'à présent, vous en avez vu que 2 et c'est largement suffisant en terminale. On pourrait faire Un plan chronologique. chronologique, du coup? Alors, effectivement, le plan chronologique, là, s'y prête très bien parce qu'il y a une évolution qu'il faut étudier. On n'a pas fait de chronologique que pour le Moyen-Orient. Alors, maintenant, quelle va être la rupture, à votre avis? Quelle date rupture on peut choisir? Quelles sont les phases qu'on peut distinguer entre 1975 et aujourd'hui? L'effondrement de l'URSS. Exactement. Donc, 2 parties seulement, c'est rare en histoire, on ne l'a fait qu'une fois cette année, c'était quand on a fait la Chine. Donc, pour les 2-3 élèves qui viennent d'arriver en retard, on a fait l'intro et on rentre maintenant dans la première partie. Donc 2 parties et la rupture, c'est 1980, de la chute de l'URSS, parce que désormais, alors qu'il y avait auparavant 2 mondes et c'était seulement au sein du monde occidental qu'une gouvernance était possible, là, les limites de la gouvernance peuvent être réellement mondiales puisque il n'y a plus de monde communiste, même s'il reste quelques pays communistes comme, en théorie, la Corée du Nord, comme la Chine, comme le Vietnam, par exemple. En réalité, ces pays sont communistes sur le plan politique, c'est-à-dire que souvent on a une dictature, un parti unique, etc. Mais sur le plan économique, ce sont des pays qui sont ouverts à l'économie de marché, qui ont libéralisé leur économie et dans lesquels l'État n'intervient pas. Donc, il faut vraiment que ce soit clair pour vous, les définitions de communisme sur le plan politique et sur le plan économique, et de démocratie, donc qui est politique. Alors, sur le plan économique, on dira plutôt libéralisme ou capitalisme. Alors, 2 parties donc. Première partie, alors, ça avançait bien, et là, j'essaie de faire avancer mon diaporama. Première partie, zut, excusez-moi. Alors, pardon. Bon, première partie. Alors, ce que je vous demande juste, c'est de noter juste les titres des parties et des sous-parties. Donc, la première partie, c'est la coopération internationale de 1975 à 1991. Ça va apparaître avec les autres dessins, je ne sais pas pourquoi. Mon ordinateur, il bug. 2 secondes. Donc, vous pouvez noter le titre pendant ce temps-là. Une coopération économique internationale en mutation 1975-1991. Madame, est-ce que vous, il est sur le NT? Est-ce que… Oui, je le mettrai, bien sûr. Je le mettrai, mais j'attends aujourd'hui avant de le mettre.
Alors, attendez. Ok, merci. Élise dans la salle d'attente. Oui, bien sûr, je le mettrai. Mais je mettrai le cours en entier, le plan et le diapo avec le plan. Sauf que là, j'essaye de mettre la 5e image. Je ne sais pas pourquoi j'y arrive pas. Alors, attendez. C'est pour ça que je vous dis de mettre le titre en attendant. Alors, échappe. Juste alors, parce que si on n'a pas les images. En même temps, remarquez, c'est peut-être plus pratique de le mettre parce que du coup, vous, si effectivement, si ça bug comme ça, vous pouvez le mettre. Alors que là, ah voilà, disons que ça a été laborieux. Donc, Grand 1, une coopération internationale en mutation, 1975-1991. Et donc, première sous-partie, crise. Alors, j'ai écrit en abrégé dans mes titres, crise financière et choc pétrolier. Donc, 2 parties. La première partie, pendant la guerre froide, la gouvernance, et la deuxième partie, depuis la guerre froide. Alors, c'est pareil, à chaque diapo, vous avez des documents avec des questions qui nous permettent de répondre aux questions. Et donc, pourquoi des mutations? Parce que déjà, on l'avait annoncé en introduction, il y a une crise d'abord financière et des chocs pétroliers qui mettent fin à la période des 30 glorieuses, période pendant laquelle la croissance économique des pays occidentaux a été de 5%. Alors, vous avez 2 documents. Donc là, on vous pose comme question, comment expliquez-vous les difficultés du système de BW, c'est-à-dire Bretton Woods? Premier document, donc c'est un graphique, et on vous dit donc 1971, la fin du dollar étalon, c'est-à-dire monnaie de référence, stock d'or aux États-Unis entre 1950 et 2010. Le 15 août 1971, en pleine pause estivale, le président américain Richard Nixon met fin à la convertibilité du dollar en or. Qu'est-ce qui pousse les États-Unis à prendre cette décision? Vous voyez, au début des années 50-60, ils ont donc des réserves monétaires très élevées et il y a une chute au début des années, même dès le milieu des années 60. Alors, comment vous expliquez que, est-ce que vous avez une idée? Mais vous avez des éléments de réponse, quand on a fait le chapitre sur la mondialisation, on l'a évoqué, qui explique que les États-Unis décident de suspendre cette conversion. Et que du coup, ça met une sorte de bazar monétaire et financier dans le monde parce qu'il n'y a plus de référence et les monnaies fluctuent les unes par rapport aux autres. Alors pourquoi, à votre avis? Parce que ça permet à d'autres pays d'avoir une chance dans Ah, le mais commerce. ça, les États-Unis s'en fichent des autres pays. Donc, Ouais, c'est mais pas comme pour ça, cette raison-là. ça leur fait des partenaires. Non, ils en avaient avant, pour les 30 Glorieuses, et ils avaient tout à fait des partenaires économiques. C'est lié, c'est propre à l'économie américaine. Sur quoi elle repose, l'économie américaine? Et ça fonctionnait dans les années 50-60, mais après, ça ne peut plus fonctionner. Sur quoi elle repose? C'est pas les mines ou un truc comme ça. Il y a un quoi, une? Non, rien. Alors, elle repose, elle exporte, bien sûr, mais elle importe aussi beaucoup. La monnaie, l'économie américaine importe plus qu'elle n'exporte. Donc, au bout d'un moment, elle n'a plus les moyens, enfin assez de moyens financiers pour pouvoir, comment dire, payer toutes ces marchandises, etc. Donc, elle ne veut plus que le dollar soit la monnaie de référence. Donc, je répète, juste vous comprenez, mais vous ne le notez pas. Comme les États-Unis ont un fort déficit commercial, c'est-à-dire qu'ils importent plus qu'ils n'exportent, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de dollars qui sont à l'extérieur de leurs frontières. Et donc, pour cette raison-là, Nixon suspend la convertibilité du dollar. Donc déjà, ça fait que le système financier est fragilisé. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, alors oui, donc vous avez un petit schéma après qui vous explique les conséquences commerciales d'une politique monétaire. Quand la monnaie est faible, forcément, ça favorise le commerce extérieur, c'est-à-dire que le pays vend plus de marchandises. Le point négatif, c'est que du coup, quand la monnaie est trop forte, on achète peu des produits locaux, donc, américains, en ce qui nous concerne. Quand la monnaie est forte, par contre, l'inflation est limitée parce qu'on ne va pas continuer d'émettre beaucoup de dollars en circulation parce que la monnaie est forte et ça permet d'investir à l'étranger. Et par contre, ça pénalise le commerce extérieur. Donc ça, c'est plus complémentaire. Donc ça, c'est le premier point. Les États-Unis importent tellement qu'ils connaissent un déficit de leur balance commerciale et il y a trop de dollars à l'extérieur du pays et donc suspension de la convertibilité. La deuxième raison, ça vous la connaissez. Alors je vous laisse regarder le graphique que vous connaissez parce qu'on l'a vu quand on a fait le cours sur le Moyen-Orient. Et les conséquences en sont énormes. Vous êtes capable d'expliquer les origines.
En quoi consiste cette crise et les conséquences? C'était lié Alors, donc à la distribution de pétrole. alors, c'est lié au pétrole. Alors, qui possède du pétrole? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, Pardon, qu'est-ce que vous avez dit, la Jeanne? question. Vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît. Ma question, c'est quelles sont les origines de cette hausse du pétrole? En quoi elle consiste exactement? Donc, là, en quoi elle consiste, c'est le graphique qui permet d'y répondre. Et quelles sont ses conséquences? Alors, déjà, les origines. Pourquoi les pays de l'OPEP, donc Organisation des pays exportateurs de pétrole, augmentent le prix du baril de pétrole? C'était pour punir les pays belligérants du Voilà. Moyen-Orient. Voilà. Alors, les pays belligérants, c'est-à-dire en guerre, mais contre qui? Contre Israël, non? Contre Israël. Rappelez-vous, les pays, donc Israël, il y a eu plusieurs guerres, donc celle de 1948, la Nakba, il y a celle de 1967, le 6 jours, et 1973, guerre du Kippour. Et Israël gagne la guerre contre, donc il y a la Syrie, l'Égypte, etc. Et les pays du Moyen-Orient, donc par solidarité envers les pays donc musulmans et par rejet d'Israël, dont ils savent que le premier partenaire sont les États-Unis, oui, décident d'augmenter le prix du pétrole. Alors, il est augmenté par 4, le prix du baril est augmenté par 4, donc en 1973. Comme ça, quel est le but? Quel est le but recherché? C'est que les États-Unis, ils arrêtent de fournir. Enfin, les États-Unis donnent beaucoup d'argent à Israël, ils la fournissent en etc. Voilà, l'idée, c'est que les États-Unis soient fragilisés parce que c'est eux qui en achètent beaucoup de pétrole. Les pays occidentaux soutiennent plutôt Israël dans leur majorité. Donc, du coup, ils sont tous fragilisés. Or, l'économie mondiale repose, au début des années 70, sur le pétrole. Donc, n'oubliez pas que c'est une source d'énergie qui était à l'origine de la deuxième industrialisation à la fin du 19e siècle. Donc qui est utilisée bien sûr pour l'industrie automobile, mais pour de nombreux autres types d'industries. Et donc, de cette manière, cette hausse du prix du baril de pétrole montre à quel point les économies occidentales sont dépendantes des importations du Moyen-Orient. Alors, les États-Unis, rappelez-vous, quand on a fait le cours en géo, ils ont du pétrole, mais ils le réservent dans le Texas, etc., pour plus tard. Et donc, ils préfèrent importer parce qu'en plus, le coût est moindre. Donc ça, c'est le premier élément. Donc, j'ai écrit un milieu des années 70 marque l'échec de la première. Ah oui, ça c'est le bilan. Excusez-moi, je suis allée trop vite. Donc, premier élément, hausse du prix du baril, fragilisation des économies occidentales. Et cette hausse du prix du baril a des conséquences sur toute l'économie. Je crois que je vous l'avais déjà dit, parce que. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont une idée? Il faut que je fasse moi la réponse. Pourquoi est-ce que la hausse du prix du baril peut avoir des conséquences sur toute l'économie? Et pas que sur l'industrie, automobile. Parce que tout le monde a acheté des automobiles à cette époque-là. Oui, mais maintenant aussi, tout le monde achète. Mais surtout, ça veut dire que toute l'économie qui est liée à l'industrie automobile est concernée. Donc, ça veut dire que les banques qui prêtent aux ménages qui s'endettent pour acheter une voiture, l'industrie du caoutchouc, je ne sais pas, le Michelin, par exemple, en France, ça veut dire aussi que les compagnies de publicité, etc., sont toutes touchées. Donc, ça veut dire que la consommation automobile est moins forte que les années précédentes parce que les gens cessent d'en acheter aussi souvent ou de renouveler, etc., etc. Et donc, forcément, aussi, les entreprises dans lesquelles étaient employés ces gens-là doivent réduire leurs effectifs. Et donc, ces gens-là consomment moins dans d'autres secteurs de l'économie. Donc, les conséquences sont mondiales. D'accord ? Deuxième crise, c'est en 1979. Donc, c'est lié, c'est au moment de la Révolution. Léo, oui? Tu avais levé la main? Non, pardon, je croyais. Non, désolé. D'accord, pas grave. Donc, révolution iranienne. Donc, rappelez-vous la révolution iranienne, c'est en 1979, quand le Shah d'Iran, qui était pro-américain, est renversé par l'ayatollah Khomeini en 1979, qui est vu comme un révolutionnaire au départ parce qu'il est contre l'impérialisme occidental, c'est-à-dire contre la domination des États-Unis, mais en réalité, très vite, il impose un régime
islamiste où les religieux sont au pouvoir et où la charia doit être appliquée dans les sphères les plus, comment dire, privées, publiques, pardon, excusez-moi, de toute la société. Et donc, à nouveau, hausse du prix du baril. Et qu'est-ce que ça signifie, ces deux crises? C'est que comment s'appelle, la gouvernance économique, enfin, crise financière et crise pétrolière, est nécessaire. C'est-à-dire que déjà, il y avait une prise de conscience après la Deuxième Guerre mondiale qu'il fallait une gouvernance économique, mais là, avec ces deux événements, cette crise financière et cette crise économique, c'est vraiment nécessaire. D'où cette idée donc qu'il faut penser une nouvelle forme d'organisation économique mondiale pour lutter contre les crises. Et le G6 naît de ça, hein, puisqu'il il a été formé en 1975. Alors, il y a un autre élément qui apparaît, avant qu'on passe à la diapo suivante, alors qui apparaît, qui ne concerne pas les pays occidentaux, qui les fragilise, en plus de la crise financière et de la crise économique. Alors, j'essaie de passer à un autre diapo dans ce temps-là. Il y a un autre élément. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Alors, est-ce que les pays occidentaux, au milieu des années 70, rappelez-vous des cours qu'on a fait sur d'autres continents en géographie, est-ce que les pays occidentaux sont les seuls à, comment dire, à dominer l'économie mondiale dans les années 70? Il y a d'autres pays aussi. Alors, quels sont-ils? Oui, l'Asie, tout à fait. Absolument, c'est l'Asie. Hein, donc, effectivement, les pays asiatiques, dans les années 70, comment on les surnomme, ces pays? Les jaguars, non, je ne sais plus. Alors, oui, tout à fait, sauf que ils ont donc on appelle les bébés jaguars, effectivement. Enfin, alors non, excusez-moi, on dit autre chose avant. Non, voilà, les bébés tigres. Les jaguars, c'est la génération qui suit, c'est les débuts des années 80, avec Vietnam, etc. Mais ces bébés tigres, donc il y en a 4. Quelqu'un me rappelle qui ils sont et quel nom plus précis on leur donne. Pardon, qu'est-ce que vous avez dit? C'est pas les 4 dragons d'abord? Voilà, exactement. Vous voyez, vous me corrigez. Donc, il y a d'abord les dragons, après tigre et après jaguar. Alors, concernant les dragons, quels sont-ils et quel nom leur donne-t-on qui est plus précis? Parce que, comment dire, c'est un surnom, on va dire, cette expression. Alors? Bah, déjà, il y a le Japon. C'est un sigle avec 4 lettres. Il y avait Taïwan. Nouveau, oui, j'entends une voix, pas très claire, mais j'entends plus ou moins une voix qui dit nouveau pays industrialisé d'Asie, les NPIA, d'accord, donc qui datent des années 70, d'accord. Et donc, il y en a 4, donc les dragons. Alors, parmi ces 4, vous avez la Corée du Sud. Donc, la Corée du Sud, oui. Hong Kong. Hong Kong, qui à ce moment-là n'est pas chinois, oui. Taïwan. Taïwan et Singapour. Et Singapour. D'accord. Voilà, donc 4, hein, qui copient le modèle japonais, c'est-à-dire qui produisent une industrie d'abord plutôt machine-outil et assez vite une industrie de haute technologie, pendant que le Japon avait suivi ça dans les années 60-70 et continue son ascension économique. D'accord? Donc, il y a 3 éléments qui expliquent la crise économique des pays occidentaux dans les années 70. Une crise financière, avec le dollar, une crise, on dira, pétrolière, et puis la concurrence des pays du Sud. Alors, du coup, pour répondre à cette triple crise, grand B, les tentatives de coordination. Alors, vous avez donc 2 documents. Premier document, donc sur votre gauche, vous avez donc voilà, une réunion donc, de différents pays. Et puis ensuite, une carte du monde. Alors, je vous laisse voilà, découvrir tranquillement ces 2 documents et puis voir comment les pays occidentaux tentent de répondre à la crise des débuts des années 70. Je vous laisse quelques secondes. À quoi ils correspondent les carrés sur la carte? Les carrés correspondent aux pays. Alors oui, c'est vrai que ça fait un peu double emploi, mais aux pays qui sont membres, de l'organisation en question. Oui, c'est pas. D'accord. En plus, il n'y a pas de légende. C'est pas une carte de géographie. Hein, c'est une carte justement faite pour un cours. Enfin, en histoire, je l'ai trouvé sur un manuel d'histoire. Donc les historiens, ils sont beaucoup moins bons que les géographes pour ça. Oui. D'accord. Là, c'est toujours avant 92. Pardon, répétez votre question. Là, c'est toujours avant 92.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. On est toujours avant 91 là, tout à fait. Alors l'ALENA, c'est limite, hein. Elle est en préparation, elle date de 91 ou 92, mais elle est en préparation bien avant. Comme pour l'euro, c'est 2002, mais c'est depuis les début des années 90 qu'elle est l'idée de l'euro. D'accord, Donc merci. c'est pareil pour l'Union européenne. Vous voyez, même si le vote date de 91, tout ça, c'est en préparation dans les années 80. Et puis la ZAN existait avant, et le Mercosur, je crois que c'est 94. En France, après. Alors déjà, question, photographie de gauche. Donc on vous pose comme question. Il y a un mec, c'est le DG là. Pardon? Regarde-le. Alors, on vous pose comme question, quels sont les aspects, alors les années 70 donc, enfin, moi je le reformule parce que j'ai voulu que tout tienne sur la diapo, c'est pour ça que c'est écrit un peu comme ça. Donc, quels sont les aspects du néolibéralisme? Alors, je vous donne la définition, doctrine prônant la diminution de l'intervention de l'État dans l'économie et les déréglementations, je vais vous expliquer ce que c'est bien sûr, hein, et la hausse des acteurs privés. Donc ça, c'est les premières décisions qui sont prises, en plus de la création du G6 dont on a déjà parlé. Ça, ce sont des décisions. Hein, le G6 est créé, il faut trouver une gouvernance pour régler les problèmes économiques mondiaux, très bien. Voilà la théorie. C'est en gros l'image de gauche. D'accord? Et la pratique. Comment on va appliquer ça dans les années 80? Voilà, début des années 90. On déborde un peu sur le grand 2, mais voilà, on reste encore sur la théorie et la pratique, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que c'est que ces termes de néolibéralisme, de déréglementation? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bah, en gros, c'est donner plus de liberté aux acteurs privés qui se gèrent, enfin, ils se gèrent eux-mêmes ou Alors, les acteurs privés, ça désigne qui? Les citoyens. Les? Non? Tous les citoyens des pays. Oui, mais c'est vaste, c'est vague. Les citoyens, tout seuls, ils ne vont pas s'exprimer. Donc, les entreprises. J'aurais dit les entreprises privées, ouais. Exactement, les entreprises. Exactement, les entreprises. C'est exactement ça, les entreprises. Alors, rappelez-vous, définition du libéralisme. Adam Smith, théoricien anglais, fin du XVIIIe siècle, selon lui, il pense que l'État ne doit pas intervenir dans l'économie parce que quand il intervient dans l'économie, du coup, les individus se reposent trop sur l'État et ne font pas tout ce qu'ils pourraient faire pour que l'économie d'un pays fonctionne, d'une part, et que d'autre part, le libéralisme, ça favorise la liberté de fixation des prix par les entreprises, la liberté du commerce, et donc comme ça met les entreprises en concurrence, elles vont être plus performantes. Voilà ce que c'est que le libéralisme. Et c'est appliqué avec la mondialisation et l'industrialisation à la fin du 19e siècle. D'accord? Et puis ça continue ensuite. Bon, Première Guerre mondiale, ça s'arrête un peu, l'État intervient. Deuxième Guerre mondiale aussi, ça s'arrête un peu, mais ça reprend après la Deuxième Guerre mondiale. Sauf que dans toutes les économies occidentales, même s'il y a le libéralisme, il y a quand même un État qui intervient. On le verra quand on fera la France plus en détail, même si la France est un pays libéral. Voilà, il y a quand même un État. Voilà. Aux États-Unis, c'est pareil, en Angleterre, c'est pareil. Eh bien, dans les années 70, les pays occidentaux pensent que s'il y a une crise économique, c'est parce qu'il y a trop d'États. L'État est trop puissant, que ce soit en Angleterre, en France, aux États-Unis, en Allemagne, etc., etc. Il est trop puissant et qu'il faut réduire son poids. Et du coup, on a donné à ce mouvement économique le nom de néo, c'est-à-dire de nouveau libéralisme. Comme le fascisme, ça date de l'époque de Hitler et Mussolini, donc dans les années 30, et quand il se développe d'une autre manière en Italie depuis 10-15 ans, on parle de néofascisme. Hein, d'où ce terme de néolibéralisme. Il faut bien que vous compreniez que néolibéralisme, ça veut dire que c'est un peu la deuxième vague du libéralisme. La première, elle avait été mise en place, inventée à la fin du 18e, appliquée au 19e siècle et jusqu'aux, on va dire, les années 50-60. Et là, il est vraiment nouveau parce qu'il y a un retrait de l'État. Est-ce que tout le monde a compris ça? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Donc, retrait de l'État. Oui. Retrait de l'État, Oui. ça veut dire concrètement que les allocations familiales, etc., doivent, comment dire, être réduites. Ça veut dire que l'État ne doit pas intervenir. Donc ça, c'est la première idée. Et alors ensuite, vous avez comme deuxième idée, déréglementation et hausse des acteurs privés. Hausse des acteurs privés, ça veut dire qu'il n'y a plus de règles dans l'économie. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends l'entreprise Air France,
Voilà, si on prend Air France, donc c'est, comment dire, ou si on prend, non, on va pas prendre Air France, on va prendre Téléphone, ça s'appelait pas Orange, ça s'appelait Télécom, je crois, France Télécom, voilà. France Télécom, il y avait une entreprise qui gérait tous les téléphones en France. Bon, à ce moment-là, il n'y avait pas de téléphone portable, hein, puisque le téléphone portable, c'est début des années 90. Et donc, du coup, elle ne pouvait pas, par exemple, licencier ses employés, elle ne pouvait pas délocaliser ailleurs, elle ne pouvait pas augmenter les abonnements, etc., puisqu'elle appartenait à l'État. À partir du moment où elle n'appartient plus à l'État, alors ça a été privatisé un peu plus tard, je crois que c'est les années 90, hein, et c'est devenu Orange, c'est devenu Free, c'est devenu tout ce que vous voulez. À partir du moment où elle n'appartient plus à l'État, non seulement ça permet à d'autres entreprises d'apparaître et d'être en concurrence, de plus s'imposer des règles, si elles veulent augmenter le prix de l'abonnement, que d'autres pensent au contraire que pour avoir plus d'abonnés, qu'il faut qu'elles le baissent, etc., elles sont libres. Et c'est là que pour les compagnies aériennes, si on prend celle des États-Unis ou autres, le nombre de compagnies aériennes explose. Et donc, alors qu'auparavant, il y avait des temps, précis pour le nombre d'avions, etc., c'est fini, il n'y a plus de règles. Donc, le prix, par exemple, des transports deviennent beaucoup plus, plus accessible à tout le monde, mais en même temps aussi, ça a d'autres conséquences, hein. Ça veut dire que quand il y a les avions, des fois, sont trop pleins, il y a des attentes, il y a des problèmes de pollution, etc. Mais en tout cas, voilà, l'État n'intervient plus. Ce sont les entreprises, c'est-à-dire les acteurs privés, qui sont libres de fixer leur prix. Ça, c'est la théorie. D'accord ? Et ça se traduit concrètement dans les années 80 dans les pays occidentaux. Aux États-Unis, on a un républicain au pouvoir, Reagan, qui est au pouvoir de 1980 à 1988. Il est resté 2 mandats. Rappelez-vous sa manière de voir la guerre froide, c'est America is back. Voilà, on va rétablir la concurrence vis-à-vis de l'URSS. On s'est fait mis dans les années 70, c'est fini. Et là, rappelez-vous aussi l'extrait de film qu'on avait vu, Wall Street, hein, c'est déréglementation, les acteurs privés s'autorégulent, l'État n'intervient plus, ça doit favoriser la concurrence et ça doit favoriser les meilleures entreprises sur le marché. En Angleterre, ça se traduit par la venue de Margaret Thatcher. Alors, je vous mettrai une chanson sur Internet de Renaud. Je ne sais pas si vous connaissez le chanteur, c'est plutôt la génération de presque vos grands-parents maintenant. Renaud, bah oui, bien sûr. Vous connaissez? Alors, Oui, vous êtes Renaud. toujours vivant. Moi, je vous mettrai Toujours la le banane. texte. Logique. Je vous mettrai le texte et on fera la correction de samedi prochain, hein, de ces paroles. Donc, c'est une chanson qui s'appelle Miss Maggie. Donc, moi, je vous mettrai le texte et vous écouterez en même temps la chanson. Et en fait, il critique, donc elle date de 86, c'est une chanson où il critique Margaret Thatcher, parce que Margaret Thatcher donc, est venue au pouvoir au Royaume-Uni à la toute fin des années 70, et elle a dit, voilà, il y a trop d'entreprises qui sont gérées par l'État qui servent à rien, donc on va fermer toutes ces entreprises. Donc c'est là que plein de mines de charbon, etc., ferment, et qu'il y a un chômage très fort, et qu'il y a une paupérisation aux États-Unis, et que donc elle est surnommée la dame de fer. Pourquoi ? Parce qu'elle permet au Royaume-Uni d'être une grande puissance économique, mais sur le plan social, c'est une catastrophe. Et tout le cinéma social anglais date de cette période, hein, où il critique ces années 80, où nombreux individus se retrouvent paupérisés. Et donc Renaud fait une chanson où il la critique, on l'analysera samedi. Donc aux États-Unis, au Royaume-Uni, donc en France, on a en théorie François Mitterrand qui est au pouvoir, qui est au PS, qui est au Parti socialiste donc depuis 1981. Mais qu'est-ce qui se passe en 1986 ? Il y a une première cohabitation. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler de la cohabitation? Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est que la cohabitation? Quand un président est par exemple de gauche et que son Premier ministre est de droite. Exactement. Quand on a un président d'un bord politique et que l'Assemblée est d'un autre bord politique. Alors en théorie, ça ne devrait pas exister, puisque c'est 5 ans le mandat d'une assemblée, c'est 5 ans le mandat d'un président. Sauf qu'à cette époque, dans les années 80, le mandat présidentiel est de 7 ans. Donc, alors qu'il est au pouvoir depuis 5 ans, il doit y avoir des élections. C'est normal, c'est tous les 5 ans. Il y en a eu en 81, en même temps que les élections présidentielles, il y en a d'autres en 86. Et là, la France, comme elle estime que le chômage qui se développe de plus en plus, conséquence de la crise pétrolière depuis les années 70, elle n'est pas satisfaite donc du rôle du président. Elle élit une assemblée qui est
en majorité donc de droite, et donc du coup, le président choisit un Premier ministre qui est de droite, avec un gouvernement du coup de droite. Et ce gouvernement de droite, RPR, donc c'est Jacques Chirac, qui est décédé il y a quelques mois, décide de privatiser les entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles ne dépendent plus du tout de l'État, en gros. Ça veut dire que toutes les entreprises qui avaient été nationalisées en 1945, parce qu'on pensait que pour que la France se redresse économiquement après la guerre, il fallait que les entreprises appartiennent à l'État, l'EDF, la SNCF, enfin tout ce que vous voulez, il faut ou Renault, il faut à nouveau, ou les banques, il faut qu'elles appartiennent à des individus. Et donc les entreprises sont privatisées, c'est-à-dire qu'elles sont vendues aux plus offrants, TF1, Paribas, etc., etc. D'accord? Autre point aussi, alors là, je vous ai donné l'exemple des États-Unis, du Royaume. Oui? Mais il n'y a pas toutes les entreprises qui ont été privatisées Non, quand non. même. Ah non, bien sûr que non. Bien sûr, il y en a qui sont restées publiques. Par exemple, France Télécom reste publique. Elle est privatisée beaucoup plus tard. Non, non, bien sûr, pas toutes, évidemment, bien sûr. Autre point aussi. Oui? Non, rien. Vous avez une autre question? Non, je demandais pour Free. Ah, pour Free, c'est plus tard. France Télécom, il faudrait regarder ça. Je crois que c'est début Ah années oui, 2000. d'accord. Ah oui, c'est plus tard. Mais c'était un exemple que je vous donnais parce que c'était proche de vous en termes générationnels, mais voilà. Troisième point qui est décidé aussi, c'est la baisse des droits de douane et la création d'ensembles géographiques. C'est-à-dire que pour que les marchandises circulent librement, il faut qu'il y ait des organisations régionales, qui les accueillent. Donc, vous, ce que vous connaissez bien sûr, le mieux, c'est l'Union européenne. Rappelez-vous, la CE, c'était déjà dès 57. Ça devient ensuite 9 États, puis 12. Et dans les années 80, la CE est prête à devenir l'Union européenne. Autre exemple, le Mercosur. Alors, le Mercosur, c'est 94, mais les premières alliances, elles ont commencé dès les années 80. L'ALENA, c'est pareil, c'est 91 ou 12, mais dès les années 80, le Mexique, le Canada, les États-Unis, pensaient qu'il fallait donc s'allier pour que les marchandises circulent librement sans payer de taxes. Et puis la ZAN, c'est même beaucoup plus ancien. Je crois que c'est 67, mais voilà. Tout ça, c'est en gestation, si vous voulez, dans les années 80. Donc, ce qu'il faut retenir, on aura plus le temps de faire le grand 1. Samedi, on fera le grand 2 qui est beaucoup plus court et on étudiera la chanson. Donc, ce qu'il faut retenir là, c'est que, en réponse à la crise, il y a un néolibéralisme qui se met en place sur le plan théorique, qui concrètement se traduit par un retrait de l'État et le développement d'organisations régionales. Alors, dernier point, oui? C'est à ce moment-là qu'il est créé l'espace Schengen? Alors, l'espace Schengen, oui, en plus, vous avez raison, c'est 86 ou 85. Donc, tout à fait, absolument, ça correspond à ça, tout à fait. Alors, le dernier point, oui? Non, c'est bon, merci. D'accord, je croyais que vous aviez une autre question, excusez-moi. Alors, dernier point, c'est le grand C, mais c'est juste une ligne, c'est le tiers-monde. Pendant ce temps-là, le tiers-monde, lui, connaît un appauvrissement dans les années 60-70 parce qu'il y a le phénomène de la décolonisation et les pays du tiers-monde restent dans les années 70 fortement dépendants des pays occidentaux. Voilà. Alors, on va s'arrêter là. On fera donc la deuxième partie, excusez-moi, donc depuis 1991, samedi prochain. Et d'ici là, je vous demande d'écouter vraiment la chanson parce qu'on va l'analyser avec la partie 2 samedi prochain. Très bien. Madame, merci. Oui. Merci. Mais Zoom, ça peut durer plus que 40 minutes. Oui, je sais, mais en même temps, 40 minutes, je sais que c'est plus, mais bon. Et en même temps, pour moi, c'est plus, voilà. Donc, je préfère vous donner un peu de travail pour faire le petit quart d'heure qui complète et faire comme ça. D'accord. Parce qu'en plus, j'ai beaucoup d'heures le mardi. Donc, voilà. D'accord, merci. On va voir si on change, sinon, si ça, on se débrouillera. Au revoir, madame. À samedi prochain. Donc, au Bonne revoir. journée, au revoir.